association, obédience, et après d'attaquer par différentes questions, des échanges sous la tutelle bienveillante de notre rapporteur. Donc je propose à Madame Anaïs Anselme et à Monsieur Charles Vigier de commencer. Alors, avant tout, on tenait à vous remercier, naturellement, Madame le rapporteur et Monsieur le Président, de cette invitation sur cette mission d'information. Nous sommes donc le Forum français de la jeunesse, porte-parole des organisations animées et gérées par des jeunes en France, avec un but donc de rassembler des organisations diverses afin de faire de la co-construction de politiques publiques notamment. Sur ce, on a décidé de vous présenter sur deux axes principaux que sont l'orientation et l'insertion des jeunes, avec à chaque fois un petit état des lieux et quelques préconisations. Alors avant tout, l'orientation des jeunes, qui naturellement est une variable clé pour comprendre les situations de précarité et qui est un gros facteur d'inégalité, parce que les inégalités se répercutent évidemment sur l'insertion professionnelle, ce qui va donner de la précarité des jeunes, une absence d'égalité des chances, des possibilités d'émancipation réduites, notamment. L'orientation se fait à tous les niveaux, collège, lycée, études supérieures, et c'est un facteur donc de reproduction des inégalités, notamment de la classe sociale, du genre, et en particulier de l'ancrage géographique. De nombreux travaux montrent la reproduction forte de ces inégalités avec l'obtention des diplômes, notamment avec une hiérarchisation de ceux-ci. Les grandes écoles en sont un très bon exemple, avec une majorité une surreprésentation des classes sociales qui sont aisées et une sous-représentation des territoires ruraux. Donc ça, c'est en particulier pour l'origine sociale, mais aussi pour le genre, avec moins de 30% de femmes dans les écoles d'ingénieurs en 2017, là aussi par exemple. L'orientation est plus souvent contrariée aussi en fonction des inégalités géographiques, et en particulier là aussi dans les QPV et les territoires ruraux, avec aussi, lorsqu'on a une orientation subie, plus facilement du décrochage, parce que l'orientation subie est un facteur qui fait le décrochage. On a aussi, avec les NEET, qui sont les plus précaires, qui sont aussi ceux, évidemment, qui sont sans diplôme. Donc on a là aussi un lien fort entre orientation et précarité. Sur les autres inégalités, notamment l'obésité, mais aussi les noms avec consonance maghrébine, on peut voir que là aussi, on a une entrée dans le marché de l'emploi qui est beaucoup plus difficile pour ces personnes-là, notamment pour les femmes obèses, 7 points de moins de probabilité de trouver un emploi, selon une note de l'INSEE. Alors, quelle préconisation là-dessus ? Le Forum français de la jeunesse préconise la mise en place d'un service public de l'orientation, de l'information et de l'accompagnement allant du secondaire à l'entrée dans la vie active, mais aussi tout au long de la vie. L'objectif étant de donner des moyens forts à cette orientation pour élever le niveau des jeunes, ce qui va, du coup, en lien naturellement avec l'égalité des chances, organiser la poursuite de formation en parcours, autour notamment de voies en adéquation avec leurs aspirations et leurs capacités, et un accompagnement personnalisé et collectif par les pairs. Et là-dessus, le COJ, le Comité d'orientation des politiques de jeunesse, travaille aussi sur des problématiques et sur des préconisations similaires. Sur l'orientation professionnelle, on a là aussi un taux de chômage en Europe qui augmente légèrement, notamment avec la crise, mais qui est toujours inférieur à celui de la France, sachant que la France est l'un des 5 premiers pays d'Europe avec le taux de chômage le plus haut, contrairement au chômage global de la population.
les jeunes sont en quelque sorte la variable d'ajustement, en fait. Quand on n'emploie plus, on n'emploie plus d'abord les jeunes, malheureusement, ceux qui sont en insertion professionnelle. Et notamment avec des difficultés, donc naturellement avec l'orientation, des difficultés d'acquisition de compétences, mais aussi de mobilité, de santé, de logement, de maîtrise du numérique, de discrimination et notamment raciale, qui ne favorisent pas leur insertion professionnelle. Et là aussi, en un mot, quelques préconisations du Forum français de la jeunesse. Une rémunération et une politique de manière générale sur les stages avec une rémunération améliorée et dès le premier jour, et de manière un petit peu plus large, la mise en place du CV anonyme sur le lieu d'habitation, ce qui toucherait directement pour le coup les employeurs, et de la part de l'État, la mise en place du RSA et de la garantie jeune pour tous. Merci. Madame Lucile Berthaud. Eh bien, aussi, tout d'abord, merci aussi pour votre invitation pour parler de l'égalité des chances. Tout d'abord, le CNAGEP, pour resituer, c'est une coordination qui rassemble 70 mouvements nationaux de jeunesse et éducation populaire. Et du coup, le CNAGEP permet à ces associations, en fait, des espaces de dialogue et de concertation et aussi de représentation auprès des pouvoirs publics sur les questions de jeunesse et d'éducation populaire. Le CNAGEP souhaite plutôt aborder cette question d'égalité des chances plutôt sur le volet de l'émancipation. Parce qu'en fait, l'émancipation est au cœur du projet d'éducation populaire et notamment de beaucoup d'associations qui sont membres du CNAGEP. Et du coup, on voulait plutôt parler de ramener cette question de l'émancipation. Du coup, on peut dire que un jeune de Haute-Saône, un jeune qui habite à Paris ou en Seine-Saint-Denis, déjà en fait n'auront pas les mêmes chances dès le départ liées à leur origine liées à leur origine de vie. Et du coup, je voulais reprendre un chiffre, par exemple sur l'enquête Provox, qui sur les jeunesses et opportunités. Du coup, c'est lié au dialogue structuré qui a été mis en place l'année dernière. 80% des jeunes enquêtés disent qu'il y a plus d'opportunités en ville qu'à la campagne. Du coup, ça montre déjà des indicateurs que les opportunités ne sont pas les mêmes selon les territoires. En tout cas, en fait, le CNAGEP du coup souhaite parler d'une politique jeunesse d'émancipation avec un parcours sécurisé et choisi par chaque jeune. Et du coup, on voulait le décliner en 4 axes sur la mobilité culturelle et spatiale, sur l'engagement et puis aussi sur tout ce qui est loisirs et culture. Du coup, je laisse Paul prendre la suite. Madame la rapporteure, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, chers collègues que je rencontre pour la première fois en présentiel, bonjour. Donc, comme l'a souligné Lucile, je vais m'atteler à discuter donc, de la mobilité culturelle et spatiale dans un premier temps. On pourra éventuellement en échanger par la suite. Et quant à la mobilité culturelle, l'accès aux vacances, par exemple, peut créer des mixités par l'émancipation et favoriser l'égalité des chances. Ça permet à des jeunes de découvrir davantage de choses, d'apprendre à vivre en collectif. Et la question est de savoir comment est-ce qu'on favorise le départ en vacances pour toutes et tous, comment est-ce qu'on permet de créer des espaces de rencontre entre jeunes issus de différentes origines sociales dans un cadre qui soit sain. La diversité et la mixité sociale permises sur ces temps de vacances sont bénéfiques pour l'ensemble des parties prenantes et doivent être promues et jusque dans l'enseignement supérieur et au-delà. Par exemple, l'année passée, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'UCPA, a organisé en partenariat avec le CNUS une édition d'un bus pour un campus qui avait permis
Donc d'investir le départ en vacances d'étudiantes et d'étudiants en santé qui avaient participé à l'effort de la crise sanitaire, mais également de personnes issues de milieux défavorisés, ou en tout cas étant identifiées comme des personnes en situation de précarité dans l'enseignement supérieur, donc sur le critère des bourses, donc sur critères sociaux, mais également de différentes possibilités au niveau de certaines épiceries où ils étaient bénéficiaires. Ces dispositifs sont à renforcer et semblent être une piste assez intéressante donc pour favoriser, encore une fois, pour en faire le lien avec le thème, l'émancipation et également l'égalité des chances par le partage de valeurs communes. Comme l'a souligné Charles également, la question sur la mobilité spatiale, lorsque l'on entend cette thématique, il s'agit de l'aborder sous un prisme assez transversal, mais ici, on peut en dire que le sujet est intrinsèquement lié à la question de l'accompagnement fiscale du jeune, mais la mobilité au sens premier du terme est davantage inhérent à la manière dont on va décloisonner effectivement l'accès des personnes issues de milieux ruraux, donc en mobilité vers des milieux plus urbains. Il y a des choses qui sont déjà mises en place, comme certaines bourses à la mobilité, mais d'autres éléments, comme les universités numériques par exemple, qui peuvent se trouver en milieux ruraux, sont peut-être à développer. Comment est-ce qu'on va permettre à d'autres publics, comme des néodiplômés ou des personnes en recherche d'emploi, de s'insérer professionnellement et socialement sans être confrontés à cette barrière de la mobilité spatiale? On pourra effectivement également en discuter sur le temps d'échange. La question du logement, quant à elle, eh bien, constitue le premier poste de dépense chez les jeunes et pourtant est un des premiers vecteurs d'émancipation et d'égalité des chances, puisqu'étant également un des premiers vecteurs de réussite dans l'enseignement supérieur. Les perspectives sont assez du plan 60 000, qui en septembre 2019 avait fait l'objet d'un rapport qui mettait en exergue les difficultés de son déploiement, notamment la baisse des APL qui pouvaient solvabiliser les locataires, mais également sécuriser les bailleurs, ou alors le simple fait d'augmenter le plan 40 000 au plan 60, qui en est en fait un plan 80 000, sans en augmenter les moyens. Donc comme demandé, le ressentiment par rapport à cette politique, aux politiques menées quant au décloisonnement au niveau de la mobilité, assez réservé, mais certaines mesures doivent être soulignées, comme le dispositif Visal par exemple, la facilitation de l'accès au parc HLM, donc qui est tout récent, donc au public jeune, ou encore des actions d'intergénérationnalité qui fleurissent dans des corps associatifs et institutionnels et qui sont à promouvoir. Voilà pour la partie sur la mobilité culturelle et spatiale. Sur la question des loisirs, du sport et de la culture, en fait, je ne vais pas du coup à détailler davantage, mais du coup, voilà, c'est un vecteur en tout cas d'émancipation qui permet aussi de rencontrer d'autres personnes et du coup, le CNAGEP soutient du coup à ce que ce tissu associatif généralement soit du coup soutenu par les pouvoirs publics, voilà, qui du coup ils sont un acteur important en tout cas dans un parcours d'émancipation. Et ensuite, on voulait terminer sur l'engagement. Du coup, l'engagement, en fait, c'est pour nous un vecteur d'émancipation dans le sens que, voilà, on permet à des jeunes, notamment si on parle des jeunes aujourd'hui, de mieux comprendre déjà dans quel environnement ils vivent, de mieux conscientiser, voilà, dans quelle société ils vivent, et aussi il permet aussi de prendre des responsabilités, et ces responsabilités, du coup, aussi amènent à acquérir des savoir-faire et des savoir-être. Et du coup, ce que le CNAGEP, en tout cas, propose, c'est qu'on donne, en tout cas, la possibilité aux jeunes d'emprunter des parcours d'engagement qui sont assez divers et variés, qui peut être du coup le parcours dans l'animation volontaire, être animateur, animatrice BAFA. Il y a aussi les missions de service civique aussi, qui sont une proposition d'engagement. Et puis
il y a aussi prendre des responsabilités, s'engager dans les associations. Du coup, pose la question aussi comment on donne. Il faut qu'on donne la place aussi à ces jeunes dans les associations. Et du coup, il y a la question du renouvellement aussi. Et ça peut aussi cette question aussi peut s'élargir aussi dans les espaces politiques aussi, dans les institutions, voilà, comme le Sénat par exemple ou autre. Voilà. Et pour terminer, en fait, pour construire ce parcours sécurisé et choisi, en fait, il faut travailler avec les organisations, les collectifs de jeunes. Et du coup, ça ramène la question aussi de la gouvernance des politiques jeunesse aujourd'hui en France. Du coup, nous, on souhaite davantage creuser aussi le rôle de la région qui est chef de fila, mais qui n'est pas assez porteur sur ça actuellement, et aussi le lien aussi de l'État sur ça, et aussi la place des jeunes aussi, qui sont très peu présents dans les espaces de co-construction des politiques publiques, et qui seraient pour nous un élément majeur, en tout cas, pour avoir des politiques publiques efficientes. Et voilà. Et après, il y a des choses déjà existantes, notamment le dialogue structuré qui est animé par le CNAGEP et qui permet du coup à des jeunes de construire des propositions et de les porter auprès des décideurs politiques. Voilà pour nous. Merci. Mesdames, c'est à vous. Merci. Bonjour, madame, messieurs. Alors avant toute chose, merci de nous recevoir dans ce temps d'échange autour des inégalités des jeunes. Alors avant de commencer, je vais représenter en quelques mots le MRJC. Donc le MRJC, donc Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, est une association de jeunes et d'éducation populaire, donc qui est portée par des jeunes de 13 à 30 ans. C'est une association qui est présente en milieu rural et qui accompagne finalement des jeunes à prendre des responsabilités, à s'engager sur les territoires où ils vivent et à s'émanciper pour devenir des citoyens et citoyennes engagés. Donc concrètement, ça passe notamment par des espaces type séjour, formation à l'animation, à des sujets de société et globalement des temps d'action en collectif. Voilà, en quelques mots. Et du coup, avant de commencer, on voulait aussi redire qu'on voit qu'il n'existe pas une seule jeunesse, il y a bien des jeunesses plurielles, toutes avec leurs particularités, et notamment nous c'est aussi plutôt au nom de jeunes ruraux que nous venons parler, et en particulier de celles qu'on rejoint dans nos actions. Du coup, pour introduire, nous les facteurs d'inégalité que nous identifions, et que nous souhaitons souligner aujourd'hui sont plutôt autour de l'accès à des conditions dignes d'existence et des conditions d'engagement de jeunes ruraux. Donc je vais laisser Maximilienne introduire. Bonjour. Dans les difficultés qu'on peut constater, il y a les difficultés d'insertion professionnelle des jeunes issus des territoires ruraux. C'est pas nouveau. Ces difficultés, elles sont quand même présentes depuis un certain temps. On peut citer notamment le rapport du CESE sur la place des jeunes dans les territoires ruraux qui a été publié en janvier 2017, qui pointe qu'un quart des jeunes ruraux et rurales de 18 à 24 ans sont sans emploi ou sans formation. Du coup, c'est quand même un chiffre assez important. On sait que les propositions d'études ou d'emploi dans les zones rurales, elles sont plus rares qu'en zone urbaine, et que du coup ça amène un besoin de mobilité assez tôt dans son cursus pour pouvoir prolonger son cursus de formation, mais aussi s'insérer dans le monde du travail. Donc ça amène aux questions de mobilité. Donc il y a des questions de mobilité à l'intérieur de son territoire pour pouvoir se déplacer au quotidien, soit pour sa formation, soit pour un emploi. On sait que dans les territoires ruraux, c'est des territoires peu desservis en transport public, et donc il y a la nécessité d'avoir son véhicule ou en tout cas son propre moyen de se déplacer, et qui sont des conditions nécessaires à l'obtention d'un emploi pour la plupart des endroits. On a aussi du coup des migrations vers un autre territoire, donc notamment quand on veut faire une poursuite d'études, mais aussi pour trouver un emploi. Mais du coup, ces migrations, elles amènent une réalité économique différente, c'est-à-dire qu'il faut trouver un logement, il faut pouvoir payer son transport. Ça aussi peut créer pour certains et certaines s'éloigner de sa famille, de ses amis, de son réseau affectif et social. Voilà là-dessus. Et puis sur d'autres questions assez rapides, il y a aussi
Les questions de mobilité, elles sont en lien avec les questions d'insertion en tant que jeune, et notamment sur la question de comment on a accès à un logement, alors qu'a déjà été souligné tout à l'heure. Donc on souligne qu'il y a quand même des politiques de services d'accès au logement, même si elles sont encore améliorables. Voilà, en très rapide, et puis pour faire synthétique, et puis on veut bien répondre à des questions sur ces questions-là. Je te laisse continuer. Ouais, et du coup, je vais continuer aussi sur les constats qu'on porte plutôt autour de la question de l'engagement, l'accès à l'engagement et aux loisirs, parce que la question de la mobilité et puis des propositions relativement rares en territoires ruraux. Pour des jeunes concerne aussi finalement des questions les propositions d'engagement et de loisirs. Et du coup, rappeler aussi que le développement de soi, la construction de son parcours et l'émancipation passe aussi par des espaces de rencontre et d'engagement qu'on peut avoir au quotidien. Et du coup, nous, en tant qu'acteurs d'éducation populaire en milieu rural, on ne peut que témoigner de la nécessité de cette proposition pour chaque jeune. Et ça, une proposition pour chaque jeune, ça signifie aussi des propositions de proximité qui sont en lien avec les réalités et les aspirations qui sont propres aussi à une zone géographique et puis à des réalités locales. Ça passe aussi ça signifie aussi des espaces de rencontre, des espaces où on tisse du lien social. Et puis des espaces collectifs pour se construire et s'émanciper. Et c'est bien sur cette notion de collectif aussi que nous souhaitons insister sur la manière de se construire aussi au sein d'une société. Voilà. Et nous, notre constat aujourd'hui est que ces propositions sont finalement peu denses en territoire rural, et puis que certaines mesures tendent aussi à uniformiser les propositions d'engagement, notamment par des financements qui sont plutôt de type labellisation, et donc qui viennent parfois remettre en cause la diversité des propositions. Et alors, à la suite de ces constats, on a aussi quelques préconisations pour permettre des conditions de vie dignes à chacun et chacune sur le territoire où on se trouve. Concernant l'accès à l'emploi, on constate qu'il y a des garanties jeunes. On parle aussi nous on est sur comment on peut la développer, et comment aussi le RSA il peut être ouvert aux moins de 25 ans pour être un filet de sécurité, mais qui est bien sûr un filet de sécurité, mais dans l'idée de travailler l'accès à l'emploi. Il y a aussi sur les questions de mobilité, comment on permet des aides à l'accès au permis, à l'accès au premier véhicule, et aussi comment on développe des transports en commun ou du transport partagé sur les territoires. Concernant les responsabilités, pour nous, ça nous semble important que les jeunes ils soient associés aux décisions qui les concernent, notamment à tous les échelles, que ce soit à l'échelle de la commune, à l'échelle de l'intercommunalité, aussi du département, ou comme aujourd'hui, de pouvoir en échanger avec vous sur les visions qu'on peut avoir des jeunes dans les différents territoires. Mais aussi qu'ils soient associés sur des politiques jeunesse, mais sur aussi d'autres sujets, puisqu'ils sont des habitants et habitantes du territoire de là où ils sont. Et puis, on parlait des espaces d'engagement, comment aussi il y a des soutiens aux espaces d'engagement qui sont proposés, aux espaces de rencontre qui sont proposés aux jeunes via des soutiens financiers, des moyens divers, et de la valorisation des espaces d'engagement qui peut être présent sur un territoire. Merci pour votre écoute. Merci. Monsieur Bellissimo, s'il vous plaît. Bonjour, je suis heureux d'intervenir au nom de la jeunesse ouvrière chrétienne sur la question des politiques en faveur de l'égalité des chances et de l'émancipation des jeunes. Et je vous remercie de votre invitation. La jeunesse ouvrière chrétienne, c'est la première association nationale de jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires. Elle rejoint plusieurs milliers de jeunes âgés de 13 à 30 ans sur l'ensemble du territoire français. Depuis 1927, la JOC a construit une expertise sur la vie des jeunes par son contact permanent avec le terrain, sa présence sur l'ensemble du territoire et aussi par des enquêtes faites régulièrement auprès de milliers de jeunes sur différentes thématiques de leur vie, comme l'emploi, la réussite et la liberté de choix, les discriminations, etc. Les inégalités qui touchent les jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires, elles sont nombreuses et elles ont de réels impacts sur leur choix de vie. Tout d'abord, les jeunes sont touchés par une inégalité dans l'accès à un emploi.
Nous vivons un chômage de masse en France depuis des années et la jeunesse est la plus touchée. Alors que le taux de chômage moyen en France oscille entre 7 et 9% aux 2 derniers trimestres de 2020, dans le même temps, celui-ci il est supérieur à 20% chez les 15-24 ans. On reproche aux jeunes, bien souvent, dans l'entrée sur le marché du travail, leur manque d'expérience. Les jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires sont encore plus touchés par ces inégalités d'accès à l'emploi, car ils n'ont pas les moyens, bien souvent, de faire des études longues et bien souvent, ils n'ont pas accès à un réseau qui facilite leur entrée dans le monde du travail. Ils sont souvent obligés de prendre le premier emploi disponible pour avoir un revenu et subvenir à leurs besoins et n'ont pas le choix d'exercer le métier qu'ils souhaiteraient. Ensuite, les jeunes issus de quartiers populaires sont aussi touchés par des inégalités géographiques et notamment en termes de mobilité. Ça a été souligné par plusieurs organisations présentes. Mais au niveau des quartiers populaires, ces quartiers ne sont pas ou très mal desservis par les transports en commun et ça crée un isolement géographique des personnes qui y vivent, qui sont notamment éloignées des centres-villes. Le manque d'emploi aussi, dans certains endroits, condamne les jeunes à devoir bouger là où il y a de l'emploi pour pouvoir en trouver. Et là, tous n'ont pas les moyens d'être mobiles, que ce soit par les transports en commun ou par un véhicule personnel. Déjà dans le cursus scolaire et d'études, ça se ressent. Comment postuler librement pour un stage dans l'entreprise qu'on souhaite si on n'a aucun moyen de s'y rendre et que les transports en commun ne nous permettent pas d'y accéder. À Angers, par exemple, dans leur recherche de stage, les jeunes issus de quartiers populaires sont restreints à postuler dans des entreprises qui sont proches des lignes de bus qui desservent leur quartier. Ensuite, les jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires ont des ressources financières qui sont limitées et qui les obligent à faire des choix. C'est aussi un frein pour l'accès à un logement. Les prix des loyers sont parfois trop élevés pour que des jeunes se permettent de prendre un logement. Et bien souvent, les gratifications de stage, les indemnités de service civique ou de garantie jeune ne sont pas suffisantes pour vivre et assumer un loyer. Enfin, les jeunes font aussi face à une inégalité d'accès à l'information et aux droits. En particulier, les jeunes en apprentissage ne connaissent pas toujours leurs droits au travail et beaucoup se font avoir par manque d'information. Le manque de réseau frappe là encore ces jeunes qui bien souvent rencontrent des difficultés à trouver une entreprise prête à les accueillir le temps de leur formation. Toutefois, on souligne qu'un travail a été mené depuis plusieurs années sur l'apprentissage. La filière a été revalorisée et il est important de continuer à améliorer l'image de cette filière professionnelle pour tous les jeunes qui la choisissent et qui s'épanouissent dans ces métiers. Alors, pour permettre une réelle émancipation de la jeunesse, pour la JOC, il faut prendre en considération les jeunes tels qu'ils sont, les écouter, respecter leurs envies, leur donner les moyens de construire leur vie et leurs projets librement, ainsi que les moyens de suivre la voie qu'ils ont choisie. Ensuite, la lutte contre les inégalités d'accès à l'emploi, elle passe par la lutte contre le chômage de masse, qui accentue encore plus les inégalités dont les jeunes des quartiers populaires sont victimes. Il faut également donner les moyens aux jeunes d'être mobiles localement, et notamment en facilitant la desserte des quartiers populaires vers les centres-villes dans l'offre de transport en commun, pour ne pas enfermer les jeunes dans leur quartier. Enfin, trop de jeunes aujourd'hui ne bénéficient pas des aides auxquelles ils auraient droit, car ils ne savent pas qu'elles existent, ou car les démarches à faire ne sont pas toujours accessibles ou trop complexes. Et pour lutter contre ce non-recours, une solution serait d'automatiser l'attribution des droits sociaux aux jeunes qui peuvent en bénéficier. Merci. Merci. Monsieur Colli, c'est à vous.
Oui, merci. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Messieurs, Mesdames les sénateurs et sénatrices. Je voulais vous remercier de m'inviter du fait du renouvellement du CESE. C'est sûrement une de mes dernières prises de parole. Et puis, après avoir représenté du coup au CESE à la fois le Forum français de la jeunesse et le MRJC, et puis je suis vice-président du CESE au nom des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse. Et puis, avec le temps, je commence à avoir moins de légitimité à représenter les organisations de jeunes. Donc, ça se termine. Et peut-être, ça vaudrait le coup, d'ailleurs, d'interroger ou d'avoir un échange sur l'impact qu'a la présence des organisations de jeunes dans une institution comme celle du CESE, qui a été, me semble-t-il, en tout cas, marquante par ce premier mandat. Peut-être, je voulais avoir 3 parties. Une première, revenir sur la question des jeunes ruraux. En effet, ça a été plutôt notamment le travail que j'ai pu mener avec une présidente de Chambre d'agriculture, Danielle Lévin, au sein du CESE, sur la place des jeunes dans les territoires ruraux. Porter un regard sur la question des politiques publiques menées et puis un peu sur, en termes de prospective, les actions possibles pour la suite. Sur la question des jeunes dans les territoires ruraux, ce travail-là, il a permis de marquer 4 caractéristiques qu'ont les jeunes sur ces territoires-là, et me semble-t-il qu'ils sont aussi des facteurs des inégalités à l'interne. 4 caractéristiques. La première, c'est sur leur question des parcours scolaires et d'entrée dans la vie active. Maximilien en a parlé un peu. On sait que les jeunes ruraux ont plutôt des meilleurs résultats jusqu'à la fin du collège. Et ce qui montre une capacité de rattrapage même de l'école dans les territoires ruraux, parce qu'on sait qu'il y a des origines sociales et professionnelles, on est davantage de catégories populaires dans les territoires ruraux. Et à la suite, on choisit majoritairement les voies professionnelles, plus de 50% des ruraux contre 40% des urbains. Du coup, il y a des choix qui sont fortement déterminés, à la fois par des déterminismes sociaux, c'est-à-dire quand on vient de milieux populaires et qu'autour de soi, on a plutôt des gens qui sont inscrits dans ces filières courtes, on fait des études plus courtes. Et puis sur l'accessibilité de l'offre, en gros, c'est très difficile quand on est dans un petit village de se rendre, de faire médecine par exemple, quand c'est dans une agglomération très lointaine. D'ailleurs, ce qui est aussi une problématique aujourd'hui de la désertification médicale. Et puis, une entrée dans la vie active qui est quand même particulièrement compliquée, parce que le chiffre que donnait Maximilienne, 1/4 des jeunes des territoires ruraux qui se retrouvent sans emploi et sans formation, du fait notamment d'éloignement des lieux de formation et d'accompagnement sur ces territoires-là. Le deuxième, c'est sur la question de l'engagement et de la prise en compte par les politiques publiques. Ce que montrait le travail du CESE, c'est qu'il y a des jeunes ruraux qui s'engagent plutôt plus que l'ensemble de la jeunesse, qui sont impliqués sur leur territoire, et pour autant qui ne sont pas pris en compte et pas impliqués dans les politiques publiques. Il existe moins de politiques en leur direction dans ces territoires-là, du fait d'un certain nombre de questions et sur lesquelles on pourra revenir sur les raisons de ça. En tout cas, ce n'est pas une priorité des politiques dans ces territoires-là, et il y a une faiblesse de ces politiques, à l'inverse un peu de ce qui peut exister dans les agglomérations, on pourrait y revenir. Et le résultat de ça, c'est une forte défiance des jeunes des territoires ruraux vis-à-vis de la politique. 92% des jeunes ruraux ne font pas confiance dans la politique, et c'est des chiffres qui s'aggravent d'année en année, ce qui est avec une forme de radicalisation qui est une vraie inquiétude, me semble-t-il, pour la suite. La troisième caractéristique qui ressortait de ce travail-là, c'est les inégalités entre les femmes et les hommes, qui sont bien plus marquées que sur l'ensemble des territoires. Dans la question de l'orientation, il y avait encore un article aujourd'hui dans Le Monde sur l'assignation sociale qui est faite en particulier des jeunes filles sur ces territoires-là, mais aussi des territoires sociaux, des espaces sociaux qui sont bien plus pensés en direction des garçons que des filles. Et c'est une vraie problématique qui va jusque dans l'emploi, où il y a quand même les emplois les plus précaires, etc., qui sont aujourd'hui qui sont réservés, en tout cas qui sont majoritairement occupés par des femmes. Ça, c'est la troisième caractéristique. La quatrième, ça a été évoqué, c'est la question de la mobilité. Les jeunes des territoires ruraux sont la population rurale la plus impactée par les questions de mobilité, parce que les espaces dont ils ont besoin d'auto-école, de gynéco, etc., sont les services qui sont les plus éloignés de ces territoires-là. Et ça a des répercussions très fortes, à la fois budgétaires, sur l'employabilité. C'est 1/3 des jeunes qui n'a pas pu assister à un entretien lié à l'emploi dans ces territoires-là, faute de mobilité.
les 2/3 disent qu'ils pourraient répondre à plus d'offres s'ils n'avaient pas de problème de mobilité. Et ça a des impacts également sur la question du loisir, de l'accès à la culture, mais aussi de l'accès aux soins. Une des découvertes de ce travail-là, c'était de montrer que c'était en 2017, je ne suis pas sûr que ça ait vraiment changé. Le premier département consommateur d'héroïne, c'était la Meuse, ce qui n'est pas forcément ce dont on pense de prime abord. Voilà un peu très rapidement à la hache quelques caractéristiques, en tout cas qui montrent des inégalités qui sont fortes pour les jeunes de ces territoires-là. Sur le regard des politiques menées ces dernières années, je me suis posé la question lesquelles. C'est-à-dire que je crois que depuis 2000, il n'y a pas eu de politique jeunesse en tant que telle de portée. Dans les années 2000, il y a eu en tout cas la volonté d'avoir un certain nombre de politiques structurées sur la question des emplois jeunes, un certain nombre de dispositifs de participation avec envie d'agir, le Conseil national de la jeunesse, etc., qui se met en route dans ces années-là. Et depuis, on a assisté plutôt à un enchaînement de mesures, le service civique, un certain nombre d'appels à projets, des choses qui peuvent être par ailleurs tout à fait intéressantes, mais qui n'ont pas structuré une politique jeunesse. D'autant plus que dans la même période, ce à quoi on a assisté, c'est la suppression d'un certain nombre de politiques qui étaient structurantes en direction de la jeunesse. C'est la disparition, par exemple, des DDJS qui sont là intégrés, mais qui ne représentent plus rien sur les territoires et qui, en tout cas, n'ont plus la capacité d'accompagner. C'est pour ce que je connais mieux sur les territoires ruraux, la disparition, par exemple, d'une ligne du ministère de l'Agriculture en direction de l'animation rurale qui a mis à plat un certain nombre de structures, MJC, etc., sur ces territoires-là et qui est une vraie aujourd'hui difficulté parce que, en tout cas, c'est le travail qu'on avait fait, il y a une perte, voire sur un certain nombre de territoires, il n'y a plus d'acteurs d'éducation populaire qui proposent un certain nombre de choses aux jeunes. Et du coup, on a cru, notamment en 2017, avec la loi égalité citoyenneté, qu'il pourrait y avoir, on s'y est engagé, les organisations de jeunes sont largement engagées dans cette construction-là, et pour autant, il y a eu plutôt une déception à la fin, c'est le chef de fila des politiques jeunesse qui a été dit, mais qui n'a pas vraiment aujourd'hui de substance dans les conseils régionaux. C'est le conseil d'orientation des politiques jeunesse qui fait un très bon travail, mais qui est quand même écouté, qui n'est pas suffisamment écouté. Voilà. Et puis dernièrement, un certain nombre de mesures qui continuent et qui sont un peu, me semble-t-il, incompréhensibles, en tout cas de mon point de vue, c'est la question par exemple du tutorat tout à fait dernièrement. Typiquement, me semble-t-il, quand le tutorat devient une politique d'État, ça ne lutte pas contre les inégalités et le risque en plus c'est de plutôt renforcer le sentiment d'arbitraire, c'est-à-dire que si tu trouves le bon parrain, etc., tu pourras t'en sortir et si tu ne le trouves pas, tant pis pour toi, quoi. Et du coup il y a besoin d'avoir, et d'ailleurs ça interroge, me semble-t-il, un peu même le titre de votre commission, c'est-à-dire autour de la résorption des inégalités des chances, alors que l'enjeu aujourd'hui majeur, c'est plutôt de combattre ces inégalités-là pour faire en sorte qu'elles disparaissent. Donc voilà, et du coup, ou encore même sur une mesure toute récente sur la question des APL, on a évoqué la question du logement, c'est aujourd'hui la réforme des APL, c'est plus de 700 millions d'euros d'économies qui vont être faites sur le budget de l'État, sur les jeunes, ou principalement sur les jeunes, ce qui est quand même assez interrogeant dans la politique, dans la période actuelle. Alors même que dans la même période, c'est-à-dire depuis les années 2000, il y a des grands changements dans la jeunesse. Ça a continué en tout cas le mouvement de fragilisation, de paupérisation d'une grande part d'entre elles. La crise de 2008 a été particulièrement sévère en direction des jeunes, et notamment les publics qui étaient les plus éloignés. On a parlé des jeunes ruraux, des jeunes des QPV, etc., mais aussi les mineurs isolés, par exemple, aujourd'hui, qui est une vraie problématique. Les jeunes sortant de l'ASE, dont on sait qu'un quart des gens qui se trouvaient être dans la rue sortent de l'aide sociale à l'enfance, qui est quand même très interrogeant par rapport à notre système social. Et tout ça, c'est une vraie question. Et du coup, je vous remercie de prendre cette question au Sénat, parce qu'il y a aujourd'hui un enjeu très fort à remettre cette question sur la table d'une politique jeunesse plus large. Vient la question, qu'est-ce qu'on fait? Et me semble-t-il, on a tout intérêt à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs et du coup de pouvoir repenser une politique jeunesse. Il y a énormément de travaux dans le même temps qui ont été faits
Dans les années 2001, en 2001, il y a le rapport Charvet qui vient interroger la place des jeunes dans notre société par le Haut Commissariat au Plan. Jeunesse, le devoir d'avenir s'appelle ce rapport, et du coup qui repose bien la manière dont on va considérer les jeunes dans notre pays. Me semble-t-il, il y a aujourd'hui 3 enjeux majeurs et urgents. La question de comment on va protéger, c'est-à-dire la question des filets de sécurité qui sont offerts aux jeunes, qui est illustrée par cette crise particulièrement, mais qui était une problématique qui existait auparavant. La question de comment on va les accompagner, c'est-à-dire dans le logement, dans les déplacements, s'essayer, leur permettre d'avoir des outils pour construire des choses, etc. Et puis la dernière, c'est l'émancipation, comment on va leur permettre d'accéder à la décision, à la responsabilité, à participer au devenir de notre société aujourd'hui dont ils se sentent exclus. Sur la première question, et la question de la précarité, il y a évidemment, et c'est dans le débat public, la question des minima sociaux, c'est-à-dire qu'on a considéré que le jeune était avant tout un enfant jusqu'à 25 ans. En tout cas, il était majeur civilement, mais mineur socialement. Et ça, c'est aujourd'hui, en tout cas, une situation qui est plus acceptable, à la fois pour les jeunes, mais également pour les familles. C'est notamment dans les échanges qu'on peut avoir au CESE avec l'UNAF, par exemple, qui nous disent qu'aujourd'hui, la précarité des jeunes risque d'entraîner une précarité des familles elles-mêmes, du fait de la situation sociale et économique. Donc là, il y a un enjeu, il y a des propositions qui sont sur la table, il y a celle du RSA, il y a celle de faire de la garantie jeune un droit, telle que proposée par le Conseil d'orientation des politiques jeunesse. En tout cas, là, me semble-t-il, il y a une urgence à avancer sur cette question-là. Le deuxième, c'est la question des outils et comment on va structurer des outils à la fois sur la question de la mobilité, de la santé, de l'accès à l'éducation. La question des bourses, par exemple, me semble-t-il, pour les jeunes ruraux, en gros, à un moment donné, si on veut que les jeunes puissent choisir, il faut et réduire les inégalités, il faut que les familles ne se sentent pas dans l'incapacité ou alors de se saigner pour faire en sorte que leurs enfants puissent continuer leur parcours scolaire. Et puis les outils d'éducation populaire aussi qui sont très importants, qui ont disparu d'un certain nombre de territoires ruraux ou alors qui sont très affaiblis et sur lesquels il y a besoin de revivifier les choses pour faire en sorte que ce soit des espaces qui intègrent à notre société les jeunes et qui leur donnent des espaces pour se construire. Et puis la dernière, c'est comment on va donner une place aux jeunes, comment on va les inclure dans la construction des politiques publiques. Et ça demande, me semble-t-il, aussi de repenser nos espaces démocratiques, à la fois de la société civile organisée. C'est des choses auxquelles on a essayé de participer au sein du CESE, de comment on va inclure, et puis dans les mécanismes plus politiques de prise de décision, comment on va favoriser le fait qu'il y ait des jeunes qui puissent y participer. Voilà, trop rapidement, peut-être en conclusion, de dire que c'est le moment. La situation est quand même très critique et l'ensemble de la société voit cette criticité de la situation des jeunes. Le risque, au fond, c'est d'accentuer le fossé entre les jeunes et nos institutions et que les outils de la protection sociale et qui font la cohésion de notre société, les jeunes, parce qu'ils en sont exclus au moment où ils en ont le plus besoin, ils ne croient plus demain à ces outils-là, ce qui serait, me semble-t-il, quand même une catastrophe pour la cohésion de l'ensemble de notre société. Et dire ici que, notamment, j'ai participé fortement par le bureau du CESE, la société civile est prête à cela, c'est-à-dire sur la question de l'ensemble des composantes du CESE s'est positionné favorablement à l'accès aux minima sociaux des jeunes, dans toutes ces composantes familiales, patronales, etc. Et me semble-t-il, c'est à vous aujourd'hui, maintenant les politiques, de pouvoir vous emparer de cette question-là pour en faire de manière urgente de vrais droits et une vraie politique et une vraie considération des jeunes dans notre société. Merci en tout cas pour l'ensemble de vos propos introductifs. Je vous propose sans plus tarder de commencer par une série de questions. Monique, c'est à toi. Merci. Alors merci à vous tous. D'abord, c'est très très intéressant. Moi, des questions, j'en aurais des tas. Mais bon, je ne suis pas toute seule, hein, donc tout le monde va essayer de poser des questions. Alors, je commence par une, parce qu'il faut bien commencer par une. Vous avez tous parlé de la difficulté des jeunes, notamment en milieu rural,
de faire des études, de rechercher des emplois pour des questions que nous connaissons, manque de transport, manque de moyens tout simplement, manque de réseau bien évidemment. Est-ce que du coup vous considérez que ces jeunes-là s'interdisent de fait l'accès à tout un tas de choses? Est-ce que vous considérez que déjà, dans leur esprit, dès qu'ils sont en âge de se poser des questions sur leur devenir, ils ont déjà tellement intégré toutes ces difficultés que de toute façon, ils s'interdisent l'accès à un certain nombre de choses. Voilà. C'est tout bête, mais quand je pense à ça, je pense à l'accès aux études. Je m'interdis même l'idée de pouvoir accéder à un certain nombre de formations universitaires, notamment parce que de toute façon, je ne viens pas du bon milieu, alors que j'en aurais certainement les capacités, mais je ne viens pas du bon milieu, mais aussi, et ça pourra peut-être surprendre certaines d'entre vous, mais moi je suis persuadée qu'un certain nombre de jeunes aujourd'hui s'interdisent tout simplement, que l'on soit dans une banlieue difficile ou que l'on soit en zone rurale, d'aller en ville. Est-ce que je dis une bêtise quand je dis ça? Est-ce que la barrière géographique, enfin la barrière psychologique, sociologique entre les endroits où on peut justement faire ses études, se cultiver, voilà, c'est-à-dire Paris ou les grandes ou les métropoles régionales, hein. Est-ce que ces jeunes-là se les interdisent pas aussi? Et donc tous ces interdits font que finalement on n'a plus aucune mobilité, ni sociale, ni spatiale, ni culturelle, ni voilà. Ma première question. Qui s'y colle? Moi, je vais tenter une première réflexion. Moi, je crois que c'est de fait les espaces de mixité, les espaces d'apprentissage, les espaces d'éducation populaire, ils sont là pour ça, c'est-à-dire qu'ils nous permettent justement d'aller en vacances et d'aller à la mer pour la première fois, d'aller découvrir. Je vais prendre cet exemple. Moi, il se trouve que j'ai des enfants et que j'anime un groupe d'enfants. J'habite une toute petite commune de 300 habitants. Et du coup, c'était des enfants qui ont 8-9 ans. On est allé visiter une ferme à côté. On a la moitié, alors qu'on habite dans ce village, c'est la ferme qui est à côté. Ils n'avaient jamais été jusqu'à la ferme. Ils n'avaient jamais visité une ferme. Et c'est-à-dire que des espaces comme ça d'apprentissage où on va aller découvrir le monde et on va le faire en mixité, c'est-à-dire avec des personnes qui ont de mixité sociale, etc. Me semble-t-il, c'est ces outils-là aujourd'hui. Et je pense que si on prend chacun nos parcours d'avoir été dans des organisations, etc., c'est parce qu'on a, en croisant justement des regards, des parcours de vie qui n'étaient pas les mêmes, c'est à partir de là qu'on a aussi pu découvrir, faire des choix, etc. Et en effet, il faut qu'on arrive à développer ces espaces où on partage en collectif un certain nombre de choses. Parce qu'en effet, si on reste chacun chez soi et chacun dans son monde social, etc., de fait, on aura l'ouverture, elle est difficile, quoi. Donc il y a à la fois l'école qui a un rôle à jouer, mais les acteurs qui sont autour et qui vont permettre, et notamment par les vacances, etc., de proposer des choses. Et aujourd'hui, la question des colos, par exemple, etc., enfin, il y a plus très peu d'enfants, ou alors chacun dans des parcours qui sont très cloisonnés entre classes sociales, pour le dire rapidement. Aujourd'hui, ça, c'est une vraie limite, et sur lequel il n'y a pas beaucoup de politique menée pour essayer de rattraper cette question-là. Mais peut-être qu'il y a d'autres... Madame Valence. Oui, merci. Alors, j'allais réagir un peu dans le sens de ce que Bertrand vient de ramener, mais en effet, en fait, je pense que les barrières psychologiques existent. Alors, elles sont... Enfin, c'est le cas, certes, chez des jeunes ruraux, chez des jeunes de quartiers prioritaires. Et l'exemple... des enfants que Bertrand vient de donner montrent que les barrières existent finalement, peut-être pour tout un chacun, dans un contexte différent, mais c'est bien dans la rencontre, dans les espaces de diversité aussi que ces barrières sautent finalement, et
Et les espaces d'engagement sont aussi importants pour venir dire finalement à chacun, chacune, bien sûr, tu le peux. En fait, chacun, chacune a sa place dans différents espaces pour aussi se trouver sa vocation, ou en tout cas peut aussi aller dans d'autres espaces. Mais pour cela, il y a besoin d'une ouverture qui existe. Enfin, l'isolement amène à ces barrières-là, finalement. L'isolement individuel, mais aussi dans un seul milieu. Donc, d'où je rejoins la question de la mixité qui est importante, et de ces espaces de rencontre et de découverte qui sont nécessaires finalement pour aller au-delà de ces verrous psychologiques. Et que c'est... Après, il y a la question aussi de où se trouvent ces différentes possibilités. Est-ce qu'un territoire géographique ne présente qu'une seule carrière, si on parle des questions professionnelles, qu'un seul espace d'engagement, et du coup je veux revenir là-dessus sur la nécessité aussi de la diversité des propositions réparties finalement sur l'ensemble des territoires, qui permettent aussi à la fois de découvrir que d'autres choses sont possibles chez soi, et qui reviennent à cette notion d'ouverture finalement que je pointais avant. Oui, alors moi je voulais aussi dire que je pense que ce que vous évoquez, ces phénomènes d'autocensure, je pense qu'ils ne s'appliquent pas seulement aux jeunes ruraux ou des jeunes des QPV. En fait, c'est globalement toute la question des discriminations qui peut être prise sous cet angle. Mais il ne faut pas être que dans cette idée que tout vient forcément des jeunes. Et je pense qu'il y a les deux phénomènes qui sont en concordance. À la fois cette autocensure, ne pas aller vers certaines opportunités que pourtant ils pourraient avoir, mais aussi des espaces où il y a des préjugés et des discriminations. Donc je pense notamment à l'embauche. Donc clairement sur le marché du travail, c'est ce qu'évoquait Charles tout à l'heure, sur les consonances maghrébines de certains noms qui vont faire que certains jeunes ne sont pas recrutés. Donc je pense qu'il ne faut pas ignorer aussi ces facteurs-là qui pèsent sur l'insertion des jeunes. Et nous, ce qu'on identifie comme levier, au-delà de tout ce qui a été évoqué, qui je pense est très important sur le vivre ensemble, sur le besoin de mixité, de soutenir en fait ces espaces d'engagement que sont les organisations que vous voyez ici autour de cette table, mais pas seulement, plus largement, puisqu'il y a aussi au niveau local un tissu associatif à soutenir. Je pense que c'est aussi au niveau de l'orientation, et c'est pour ça aussi qu'on a insisté là-dessus, c'est vraiment permettre aux jeunes de connaître ces opportunités dans l'école, qui est quand même l'espace où ils sont tous présents. Et c'est via l'orientation aussi qu'on peut leur faire connaître toutes les opportunités qui s'offrent à eux dans leur vie future. Donc c'est sur ça qu'on voulait insister, et sur ce besoin d'accompagnement et de penser une orientation à tous les moments de la vie, et notamment une orientation qui soit aussi au fait des discriminations que peuvent subir les jeunes. Et c'est pour ça qu'on insiste aussi sur le besoin de former les conseillers d'orientation sur les discriminations, par exemple. Voilà. Oui, très succinctement pour compléter, effectivement. Dans les milieux ruraux qui sont déjà en proie à l'impossibilité de pouvoir se mouvoir et donc d'avoir accès à l'information. Donc effectivement, s'interdisent de fait de choses dont ils n'ont même pas connaissance également. Puis, par la suite, une fois que cette information peut être acquise, eh bien, la question de ce filet de sécurité, un jeune qui veut pouvoir un petit peu déployer ses ailes et aller faire des études, se mouvoir tout simplement, est toujours confronté à la question de peser financièrement au niveau de son foyer fiscal de référence. Et effectivement, ça constitue une des fortes sources d'autocensure qu'on peut retrouver aujourd'hui dans une grande partie de la population jeune.